Bienvenue sur ma chaîne les amis, installez-vous confortablement. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle d'une nuit qui a changé la vie de deux frères. Une nuit où l'amitié, la peur et l'incompréhension se sont mêlés dans un endroit où rien n'était vraiment comme il semblait. Alors éteignez les lumières, laissez-vous emporter par ce récit, je vous souhaite une excellente écoute. Parfois, quand on se rend compte que l'on marche sur une route obscure, on continue malgré tout à avancer, parce que l'on sait qu'au bout de cette route se trouve la lumière. En la parcourant, on peut trébucher, se faire mal, ou même tomber et rester un moment au sol. Mais il faut se relever, parce que, quoi qu'il arrive, les souffrances que l'on a subies finiront par prendre fin, et qu'au bout de la nuit se trouve le jour. Ce que je m'apprête à vous raconter me brise le cœur et m'effraie tout autant, comme si je venais tout juste de le vivre. Pourtant, cette épreuve m'a donné une grande leçon de vie et m'a rappelé à quel point la vie est précieuse. Je m'appelle Malik, j'ai 27 ans. Avec mon frère Amir, on partageait un petit appartement modeste dans une grande ville, à une centaine de kilomètres de chez nos parents. On travaillait tous les deux dans un grand supermarché. Malgré la distance, on gardait un contact régulier avec nos proches et on rentrait les voir dès que l'occasion se présentait. En quelques années, on s'était fait de nouveaux amis, mais parmi eux, un seul était vraiment différent des autres, Yassine. Yassine n'était pas du genre à se faire facilement des amis. Il ne parlait jamais de ses problèmes et, la plupart du temps, il parlait très peu. Malgré son caractère réservé, il avait créé un lien particulier avec nous. Il essayait toujours de faire quelque chose pour nous. À chacune de nos sorties, c'était lui qui insistait pour payer l'addition. Il avait un cœur en or. On l'avait invité plusieurs fois dans notre famille. Il avait rencontré nos parents et ils avaient rapidement vu à quel point c'était quelqu'un de bien. Yassine vivait lui aussi loin de sa famille. Quand il leur parlait au téléphone, il leur parlait souvent de nous. Avec le temps, il en était venu à nous considérer comme sa seconde famille. Un jour, Yassine fut licencié à la suite d'une réduction des effectifs. Il nous annonça qu'il allait retourner dans le village où vivaient ses parents. Pendant ces derniers jours en ville, il s'éloignait peu à peu de nous. Pourtant, c'était un ami proche. Par moments, il s'asseyait seul dans un coin et donnait l'impression d'être perdu dans ses pensées profondes. Quand j'allais m'asseoir à côté de lui et que je lui demandais « Est-ce que tout va bien pour toi ? Comment tu te sens ?» Il coupait toujours court à la conversation. « Je vais bien, ne t'en fais pas. » Puis il affichait un sourire forcé, comme si de rien n'était. Je ne savais pas ce qu'il traversait, ni quel poids il portait au fond de lui. Il n'était pas comme ça avant. Avant son licenciement, il était souvent discret, mais il aimait passer du temps avec nous. À l'approche de son départ, en revanche, il restait presque toujours seul, comme s'il s'enfermait peu à peu dans son propre silence. Un jour, Yassine nous rendit une dernière visite. Il ne resta qu'un court instant, avant de terminer en disant « Je dois partir, je rentre au village de mes parents. » Je lui répondis « Ne dramatise pas. On gardera le contact et on se reverra de temps en temps. » Il baissa légèrement les yeux avant de me répondre « Je ne sais pas mon frère, j'espère qu'on se reverra. » L'expression de son visage me fit réfléchir. Il y avait dans son regard quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Je lui demandai alors le nom de son village. Il me le donna brièvement sans m'indiquer où il se trouvait exactement. Puis il ajouta « Notre village ne vaut pas le coup d'être visité. Il n'y a rien à voir là-bas. C'est pour ça que je ne vous invite pas. Je suis désolé. Mais si malgré tout, vous voulez un jour être mes invités, ce sera avec plaisir. » Je lui répondis avec un sourire.
Ce n'est pas un problème. On garde le contact, mon frère. À cet instant, j'avais vraiment l'impression que Yacine ne voulait pas partir et qu'il y était contraint. C'était une sensation étrange, difficile à expliquer. Mais quelque chose dans son attitude me disait qu'il cachait un lourd fardeau. On avait rencontré Yacine 4 ans plus tôt et on avait vécu de très bons moments ensemble. Bien sûr, j'avais des amis que je connaissais depuis bien plus longtemps que lui. Mais Yacine était devenu comme un frère. Mon frère Amir l'appréciait tout autant que moi. Yacine était parti depuis quelques jours et on s'envoyait encore quelques messages de temps en temps. Mais quelques temps plus tard, on n'avait plus aucune nouvelle de lui. Il ne décrochait jamais son téléphone et ne répondait plus à nos messages. Plus le temps passait, plus on s'inquiétait pour lui. Je dis à Amir, on aurait dû prendre son adresse. Je me demande si on ne devrait pas aller lui rendre visite. Peut-être qu'il a besoin de nous. Peut-être qu'il a un problème. Il a peut-être un problème de santé. Ou peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Amir me répondit. Je ne connais pas son adresse moi non plus. Un soir, alors qu'on se promenait tous les deux, mon téléphone sonna. C'était Yacine qui appelait. Je décrochai immédiatement. Sa voix était marquée par l'inquiétude. « Comment ça va, mon frère ? Ça fait un bail qu'on essaye d'avoir de tes nouvelles. On s'inquiétait pour toi. » Yacine me répondit d'une voix faible. « Est-ce que tu peux venir ici ? J'ai besoin que vous veniez tous les deux. » Sa voix était remplie de tristesse. L'entendre dans cet état me bouleversa. Je lui répondis aussitôt. « Bien sûr, tu peux compter sur nous. Envoie-nous ton adresse. Mais dis-moi ce qui t'arrive. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? » Il répondit simplement. « Je veux seulement que vous veniez. » Puis il me donna son adresse. Après avoir accroché, je fus pris d'un malaise indescriptible. J'avais l'impression que ce voyage allait changer énormément de choses dans ma vie. Juste avant de raccrocher, je lui avais dit « D'accord Yacine, on prendra la route demain. » Mais il m'avait répondu d'une voix pressante. « Non, c'est très urgent. Il faut que vous veniez cette nuit. » Je lui avais simplement répondu. « D'accord, on prend la route immédiatement. » Après l'appel, Amir me demanda. « Qu'est-ce qui va pas ?» Je lui répondis. « Yacine a besoin de nous. Il faut qu'on prenne la route. » Amir me regarda avec étonnement. « En pleine nuit ? Ça serait pas mieux de partir demain matin de bonne heure ? » Je secouai la tête. Je ne sais pas, ça a l'air vraiment important. Allez, on y va. On sortit de l'appartement. On monta dans ma voiture, puis on prit la route. La route principale était calme. Après plusieurs kilomètres, on quitta l'axe principal pour emprunter une petite route nationale. Il n'y avait que quelques camions qui croisaient notre chemin. Pendant le trajet, je tentai d'appeler Yacine à plusieurs reprises, et je n'arrivais pas à le joindre. Finalement, on arriva au village. À son entrée, se dressait une vieille pancarte en bois, vestige d'un autre temps, dont le nom avait été partiellement effacé par les années. Je continuai à avancer, en évitant les nombreuses ornières. Plus on s'enfonçait dans le village, plus j'avais du mal à imaginer que des gens puissent encore vivre dans un endroit pareil. Les paroles de Yacine me revinrent aussitôt à l'esprit. Notre village ne vaut pas le coup d'être visité. Le village était littéralement plongé dans l'obscurité. Aucune lumière ne parvenait des quelques vieilles maisons dispersées çà et là. L'atmosphère était lourde, oppressante, et cet endroit avait un aspect qui faisait froid dans le dos. Après avoir roulé encore quelques instants, un vieil homme apparut soudain devant nous, immobile au beau milieu de la route. Je ralentis, me rangeai sur le bas-côté, puis baissai la vitre. Avec si peu de maisons, j'étais persuadé que tout le monde se connaissait. Je lui demandai alors où se trouvait la maison de Yacine. Le vieil homme me regarda attentivement avant de demander
Tu es l'ami de Yacine? Oui, mon oncle, je suis son ami. Il me répondit calmement. Je suis son père, je vous attendais. Puis il pointa du doigt une vieille maison un peu plus loin. On habite là-bas, suivez-moi. On descendit de la voiture et on se mit à le suivre. Il marchait d'un pas rapide. Quelques instants plus tard, une femme s'avança vivement depuis le jardin de la maison en notre direction. Je me dis aussitôt que c'était sûrement la mère de Yacine. Arrivée devant le portail, elle nous adressa un sourire chaleureux avant de dire « Je suis la mère de Yacine. Je m'appelle Naïma. Bienvenue mes enfants. » Son père ajouta aussitôt « Et moi, je m'appelle Dalil. Soyez les bienvenus dans notre village. Entrez à l'intérieur, je vous en prie. » Je regardais autour de moi avant de lui demander « Pourquoi votre village est-il si sombre? Pourquoi n'y a-t-il aucune lumière ?» Tante Naïma esquissa un léger sourire avant de répondre. « Il y a une coupure d'électricité dans notre village. C'est pas de chance pour vous. » Je lui répondis « Ce n'est pas un problème pour nous. » On suivit le couple qui entra le premier dans la maison. Quand ce fut mon tour de franchir la porte, je sentis une forte odeur d'humidité à l'intérieur. Tante Naïma me dit « Ne restez pas debout. Allez vous asseoir, mon fils. » Elle désigna une vieille banquette placée contre le mur. Je me tournai vers Dalil et lui demandai « Je n'ai pas vu Yacine. Il n'est pas là ?» Sa femme s'interposa aussitôt. « Il va venir, ne t'inquiète pas. Restez assis tous les deux. Je vais vous préparer quelque chose à boire. Vous venez de loin, vous devez être fatigué. » Peu de temps après, la porte de la maison s'ouvrit et Yacine entra à l'intérieur. Quand il nous vit, son visage se marqua d'un profond étonnement. À cet instant, son père lui dit avec le sourire « Regarde mon fils, tes amis sont venus te rendre visite. Allez, assieds-toi avec eux. » L'expression de Yacine me surprit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse ainsi. On se leva et, après une accolade, je lui dis « Comment tu vas, mon frère? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. On était vraiment inquiets pour toi. » Il me répondit simplement « Je vais bien, ne vous inquiétez pas. » Puis il s'assit à côté de nous. Quelques instants plus tard, sa mère nous apporta du thé. Dehors, le temps s'était rafraîchi et un vent froid soufflait entre les maisons. Je commençais à frissonner. La chaleur du thé me fit beaucoup de bien. Yacine, lui, n'avait pas l'air à l'aise. Il regardait sans cesse autour de lui, puis plongeait son regard dans le nôtre, comme s'il essayait de nous faire comprendre quelque chose sans pouvoir le dire à haute voix. Un moment plus tard, tante Naïma revint vers nous. « Vous devez être fatigués, mes enfants. Vous venez de loin. J'ai préparé vos lits dans la chambre d'à côté. » On se leva. « D'accord, tante Naïma, merci beaucoup. » Puis on la suivit jusqu'à la chambre. À peine la porte refermée derrière nous, Amir s'énerva. « Pourquoi on est venu jusqu'ici? On est venu pour Yacine ou pour dormir? On ne sait même pas quel problème il a, ni pourquoi il a voulu qu'on vienne ici. En plus, ses parents ne nous ont pas lâché une seule minute pour qu'on puisse lui parler. » Je tentais de le calmer. « C'est bon, frangin. Ne t'en fais pas. Je vais appeler Yacine pour qu'il vienne ici. Peut-être que sa famille n'est pas au courant de ses problèmes. Peut-être qu'il les leur cache. C'est peut-être pour ça qu'il n'a rien voulu dire tout à l'heure. Ne tire pas de conclusion trop vite. Je vais lui demander de venir dans la chambre, et on lui demandera de tout nous expliquer. » À peine avais-je terminé ma phrase qu'on frappa légèrement à la porte. La porte s'ouvrit doucement. C'était l'oncle Dalil. Il resta sur le seuil avant de dire calmement « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de m'appeler. Je ne suis pas loin. » Je lui répondis « D'accord, oncle Dalil, merci beaucoup. » Pendant qu'il refermait lentement la porte, il me regarda attentivement droit dans les yeux.
Son regard me mit mal à l'aise sans que je sache vraiment pourquoi. Amir et moi continuions à discuter en essayant de comprendre pourquoi Yacine nous avait fait venir jusqu'ici. Environ une demi-heure plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit lentement. Yacine entra à l'intérieur. Yacine semblait heureux de nous voir, tout en affichant un air profondément étonné. Il nous demanda « Pourquoi vous êtes venu ici ? Et comment vous avez trouvé l'adresse ? Pourquoi vous débarquez à cette heure tardive de la nuit ?» Je le regardais avec incompréhension. « Écoute, tu te moques de nous ou quoi ? C'est toi qui nous as appelés. Tu nous as demandé de venir d'urgence. Tu nous as dit que tu avais besoin de nous. » Il me répondit aussitôt. « Je ne vous ai jamais appelé. Pourquoi vous êtes venu ? Vous tentez réellement à vous attirer des problèmes ?» Je fronçai les sourcils. « De quoi tu parles ? Tu m'as appelé, tu m'as demandé de venir cette nuit en disant que c'était urgent. » Yacine baissa la tête et porta ses deux mains à son crâne, comme si quelque chose le faisait atrocement souffrir. Puis il murmura « Maudit soit-il, c'est eux qui ont fait ça. » Je le regardais sans comprendre. « Je comprends rien, Yacine. » Il releva lentement la tête. « Écoute, jusqu'à présent, il y a des choses que je vous ai cachées. Je voulais pas que ça en arrive là. Il faut que vous partiez d'ici tout de suite. Partez et ne revenez plus. J'ai pas le temps de tout vous expliquer maintenant. C'est la seule façon de vous sauver. Sinon, je pourrais plus rien faire pour vous. » Je secouai la tête. « Parle concrètement. C'est toi qui nous as appelés, et maintenant tu fais comme si de rien n'était. Est-ce que tu te sens bien ? Si t'as un problème, on peut en parler avec ta famille. On trouvera une solution. » Yacine posa brusquement ses mains sur mes épaules. Il me regarda droit dans les yeux et prononça une phrase qui me fit frissonner jusqu'au plus profond de mon être. « Ces gens ne sont pas ma famille. » Pendant quelques secondes, je restais incapable de répondre. Mon esprit refusait de comprendre ce que je venais d'entendre. Je finis par lui demander d'une voix hésitante. « Mais qu'est-ce que tu essayes de me faire comprendre ? S'ils ne sont pas ta famille, alors qui sont-ils » Yacine se mit à tourner en rond dans la chambre en se tenant la tête entre les mains, comme un homme au bord de la folie. Puis il s'arrêta devant un mur, serra le poing et sembla se retenir de le frapper de toutes ses forces. Au lieu de parler à voix haute, il se mit à chuchoter. Il s'approcha de nous et dit d'une voix très basse : « Écoutez, je pourrais tout vous raconter en détail maintenant, mais vous ne me croiriez pas. Vous me prendriez pour un fou. Partez d'ici, je vous en supplie. » Puis il fit quelques pas vers la porte. À cet instant précis, celle-ci s'ouvrit. En face de nous se trouvait tante Naïma. En la voyant, Yacine se figea sur place. Il resta complètement silencieux. Tante Naïma esquissa un discret sourire avant de dire d'une voix calme : « Il est tard, pourquoi vous êtes encore debout ?» Puis elle regarda Yacine. « Allez Yacine, va dans ta chambre et laisse nos invités se reposer. » Elle l'attrapa doucement par le bras et l'entraîna dans l'obscurité du couloir avant de refermer la porte. Amir et moi, on resta quelques instants à nous regarder, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Après en avoir discuté, on décida finalement de passer la nuit ici et d'attendre le matin pour parler tranquillement avec Yacine. Le voir dans un tel état m'avait profondément troublé. Je le connaissais depuis des années. Il avait toujours eu la tête sur les épaules. Je ne l'avais jamais vu agir n'importe comment, ni parler de manière incohérente. Il avait toute notre confiance. Jamais il ne nous avait menti, pas une seule fois. C'était la première fois qu'il nous avouait nous avoir caché quelque chose d'aussi important. Mais cette nuit-là, il agissait comme un autre homme, un homme à la limite de la folie. Quelques minutes passèrent. Amir finit par dire : « Je vais pas rester debout jusqu'au matin. Je vais tailler un roupillon. Je me lèverai tôt. »
et on discutera avec lui avant de partir. Je commence sérieusement à être mal à l'aise dans cette maison. Puis il s'allongea sur son lit et ferma les yeux. Moi aussi, je m'allongeai sur le lit voisin, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je pensais sans cesse à Yassine. Amir dormait depuis un bon moment, tandis que je me retournais sans cesse dans mon lit, incapable de fermer les yeux. Je regardais constamment l'écran de ma montre connectée. Le temps semblait ralentir. C'était comme si chaque minute s'étirait indéfiniment. Au fond de moi, une inquiétude grandissait. À plusieurs reprises, j'avais l'impression de distinguer de légers mouvements dans les coins les plus sombres de la chambre, avec cette étrange sensation d'être observé. La nuit semblait figée. J'avais l'impression que le matin ne viendrait jamais. Les minutes me paraissaient être des heures. Finalement, je me levai de mon lit et sortis discrètement de la chambre. Je cherchais la chambre de Yassine, avançant le plus silencieusement possible pour ne réveiller personne. Après quelques pas dans le couloir, je m'arrêtai devant une porte. Je baissai lentement la poignée et entrouvris la porte. La chambre était entièrement vide. Il n'y avait personne. Aucun meuble, aucun objet. Le silence était si profond que j'entendais ma propre respiration résonner dans cette pièce vide. Je refermai doucement la porte et me retournai. Je me retrouvai aussitôt face à tante Naïma. Elle ne donnait pas l'impression d'avoir dormi. On aurait plutôt dit qu'elle montait la garde dans la maison. Son regard me glaça. Son sourire paraissait artificiel. Elle me demanda « Tu cherches quelque chose ?» Je répondis en essayant de rester calme. Je suis désolé, je n'arrivais pas à dormir. Je cherchais simplement la cuisine. Je sentais mes mains trembler. Elle me demanda « Tu as besoin de quoi ?» Je voulais juste boire un verre d'eau. Elle répondit aussitôt « Retourne dans ta chambre. Je vais te l'apporter. » Puis elle se tourna. Au même instant, j'entendis derrière elle un rire rauque, étouffé. Lorsqu'elle disparut dans l'obscurité du couloir, j'en profitai pour ouvrir discrètement la porte de la chambre voisine. Elle aussi était vide. Mais, en l'espace d'une seconde, j'entendis une respiration lente, basse, rauque. Je refermai immédiatement la porte. Lorsque je me retournai, j'aperçus tante Naïma. Elle se tenait immobile dans la pénombre. J'aurais pourtant juré qu'elle était partie quelques instants plus tôt. Elle semblait s'être approchée de moi sans que je l'entende. Elle donnait l'impression de lire dans mes pensées, comme si elle savait exactement ce que je venais de faire. Elle tenait un verre d'eau dans la main. Je ne savais plus quoi dire. Je m'avançai rapidement vers elle, pris le verre d'eau, puis me retournai sans prononcer un mot. Je regagnai la chambre où on nous avait installés. Au moment d'ouvrir la porte, je me retournai une dernière fois. Tante Naïma était encore là. Elle me regardait fixement. Son regard était figé dans ce même sourire dérangeant. Puis, lentement, ce sourire disparut. Il laissa place à une expression froide, presque irritée. Je sentis aussitôt que le fait de m'être aventuré hors de la chambre l'avait profondément contrarié. La peur et l'inquiétude gagnèrent encore un peu plus de terrain dans mon esprit. Je posai le verre sur la table de chevet et me mis à marcher dans la chambre en attendant le lever du jour. Le silence était si profond que j'entendais les battements de mon cœur. Je regardais constamment autour de moi, comme si à tout moment une ombre ou une silhouette pouvait surgir des coins plongés dans l'obscurité. Je me répétais sans cesse « Le matin ne va pas tarder. Le matin ne va pas tarder. » Mais mes yeux refusaient de se refermer et mon esprit restait prisonnier du regard de tante Naïma. Alors que j'attendais le temps passer, un bruit venant du couloir attira mon attention. Cela ressemblait à un chuchotement, mais ce n'était pas très net. J'arrêtai de respirer quelques instants afin de m'y entendre.
Je me dis que c'était peut-être Yacine qui s'était réveillé. J'entr'ouvris lentement la porte, regardai dans le couloir, puis sortis de la chambre en m'avançant le plus discrètement possible. Je me dirigeai vers le salon. En plein milieu de la pièce, quelqu'un, entièrement vêtu de noir de la tête aux pieds, se tenait parfaitement immobile. Je n'arrivais pas à distinguer les traits de son visage. Mon cœur se mit à battre de plus en plus fort. Je n'arrivais plus à réfléchir. Machinalement, j'allais faire un pas de plus. Mais au même instant, cette silhouette disparut. Au moment où elle s'évanouit, un courant d'air glacial traversa la pièce. L'air devint si froid que je me mis instinctivement à frotter mes bras avec mes mains pour essayer de me réchauffer. Tout mon corps se glaça. Mes dents s'entrechoquaient malgré moi. La peur me paralysait. Pris de panique, je décidai de retourner réveiller Amir afin de lui raconter ce que je venais de voir. Lorsque je rentrai dans la chambre, je le vis assis sur son lit. Son visage était tourné vers le mur. Je m'approchai de lui. « Faut qu'on parte d'ici, mon frère. » Mais il ne réagissait pas. Pourtant, ses yeux étaient grands ouverts. Son visage était figé, totalement dépourvu d'expression. Je posai doucement ma main sur son épaule. Son corps était d'une rigidité inquiétante. À cet instant, une peur indescriptible s'empara de moi. Quelques secondes plus tard, comme s'il sortait d'un terrible cauchemar, Amir inspira profondément avant de se mettre à tousser violemment. Je lui tendis le verre d'eau que tante Naïma m'avait apporté et le fis boire. Puis je lui dis « Je suis là, tout va bien mon frère, c'est fini. » Les yeux d'Amir restaient grands ouverts. Il se leva brusquement et se mit à marcher dans tous les sens. Son comportement montrait qu'il était encore sous le choc du cauchemar qu'il venait de faire. Je le fis s'asseoir sur le lit. « Reprends-toi Amir, calme-toi et raconte-moi tout. » Il reprit peu à peu son souffle avant de dire « Je sais pas. J'étais sur une longue route plongée dans l'obscurité. Je ne voyais jamais la fin. Derrière moi, il y avait des entités étranges qui me suivaient. Je ne distinguais pas leur visage, mais j'entendais leur respiration. Elles en avaient après moi. Même en courant, je n'arrivais pas à leur échapper. Ce qu'ils venaient de me raconter coïncidait étrangement avec ce que j'avais vu dans le salon. Ma gorge se noua. Je compris que cette maison n'avait rien d'ordinaire, et surtout, une terrible impression que quelque chose avait désormais remarqué notre présence me gagna. L'obscurité de la nuit semblait devenir plus lourde à chaque minute qui passait, tandis que la lumière du matin paraissait s'éloigner toujours davantage. Amir continuait à me raconter son cauchemar. J'entendais sans cesse des voix étranges. Au début, c'était de simples chuchotements, puis elles se sont transformées en cris. Finalement, je me suis retrouvé dans un cimetière. En réalité, il n'y avait que 2 tombes. Le cimetière était entouré de vieux barbelés rouillés. Tout autour, il n'y avait qu'un immense vide plongé dans l'obscurité. Sur les pierres tombales étaient gravés nos noms. Et devant ces tombes se tenaient 2 femmes entièrement vêtues de noir. Je voyais pas leurs yeux, mais je pouvais sentir leur voix traverser tout mon corps. Elles pleuraient en criant nos prénoms. Je voulais fuir, mais j'étais incapable de bouger. Mes pieds s'enfonçaient lentement dans la terre. C'était comme si une force invisible m'enterrait vivant. Ma respiration devenait de plus en plus difficile. Je sentais une pression écraser ma poitrine. Elle devenait de plus en plus forte, jusqu'à m'empêcher presque totalement de respirer. Puis le ciel s'assombrit. La lumière de la lune avait disparu. Les étoiles s'éteignaient une à une. Je voyais plus rien. Je continuais à m'enfoncer sous la terre. Je sentais son odeur tout autour de moi. J'avais réellement l'impression d'être enterré vivant. Mes oreilles bourdonnaient. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Au moment où je pensais que tout était fini pour moi, je me suis réveillé. Il se passe quelque chose dans cette maison.
Faut qu'on parte d'ici immédiatement. Yacine a essayé de nous avertir. » Malgré ce que venait de me raconter Amir, et malgré la peur qui grandissait en moi, je secouais lentement la tête. « Tu as raison. Il se passe des choses étranges ici. Et on est venu jusqu'ici. On peut pas repartir sans avoir parlé à Yacine et sans comprendre ce qui se passe dans cette maison. » À peine avais-je terminé ma phrase qu'on entendit de lourds pas s'approcher de la chambre. Chaque pas résonnait comme un coup violent contre ma poitrine. Amir et moi, on échangea un regard. Puis, en retenant notre respiration, on fixa tous les deux la porte. La porte s'ouvrit lentement. C'était Yacine qui se trouvait devant nous. Il était couvert de sueur et semblait complètement paniqué. Ses yeux étaient remplis de peur. Il était essoufflé, et ses vêtements étaient tachés de terre, comme s'il s'était roulé au sol. Il m'attrapa le bras et nous dit « Allez, il faut qu'on parte tout de suite. » Puis il m'entraîna rapidement dans le couloir. Quand on arriva dans le salon, la mère et le père de Yacine se tenaient devant la porte de la maison. En voyant les expressions affichées sur leur visage, mon sang se glaça. Tante Naïma nous demanda d'une voix calme « Vous allez où comme ça, mes enfants ?» Sa voix semblait naturelle, mais ce n'était pas le cas de son regard. On resta silencieux. Yacine s'avança devant nous. « Écartez-vous, laissez-les passer. Ils n'ont rien fait de mal. Je sais que c'est vous qui les avez fait venir ici. Laissez-les tranquilles. » Tante Naïma et oncle Dalil commencèrent à avancer lentement vers nous. Peu à peu, les sourires figés sur leurs visages disparus. Tante Naïma murmura « On va les prendre avec nous. » À cet instant, tous les deux laissèrent échapper un rire monstrueux. Leurs visages commencèrent à changer. Leurs yeux devinrent complètement noirs, avec des pupilles rouges qui semblaient briller dans l'obscurité. Leur respiration devint étrange, profonde et rauque, comme un souffle animal qui sortait de leur gorge. Je sentis une peur glaciale parcourir tout mon corps. Yacine se mit alors à chuchoter des paroles que je n'arrivais pas à entendre. J'avais une vague impression qu'il récitait une prière. Les choses qui avaient l'apparence de ses parents reculèrent lentement, jusqu'à disparaître dans la partie la plus sombre du couloir. Yacine ouvrit rapidement la porte. Dehors, le vent soufflait beaucoup plus fort qu'à notre arrivée. Je le sentis frapper mon corps avec violence. La peur et le froid me firent frissonner. Yacine nous dit « N'ayez pas peur, tout va s'arranger d'ici peu. Ne perdons pas de temps. » J'avais garé ma voiture non loin de la maison, mais je n'avais qu'une seule chose en tête. Monter à l'intérieur et quitter ce maudit village le plus vite possible. Mais rien ne se passa comme je l'avais espéré. La voiture n'était plus en état de rouler. Les vitres étaient brisées, la carrosserie était rayée de partout. Les pneus étaient complètement éclatés. On se mit à courir derrière Yacine. Après quelques minutes, Amir s'arrêta brusquement. « Je peux plus continuer, je n'arrive plus à respirer. » Puis il s'effondra au sol. Son corps était devenu froid. Son teint s'était éclairci et il toussait violemment. Yacine s'arrêta aussitôt et revint vers nous. Il se pencha vers Amir, m'aida à le relever, puis me dit « Aide-moi, on va l'aider à avancer. Il faut que vous quittiez ce village, sinon je ne pourrai plus vous aider. » Même si c'était extrêmement difficile, on continua d'avancer, tout en marchant. Je regardais Yacine. « Raconte-nous tout. Il faut qu'on sache maintenant ce qui se passe. » Il me répondit « Je vais tout vous raconter. Mais il faut continuer à avancer. » Alors qu'on traversait les quelques maisons du village, des rires effroyables éclatèrent à l'intérieur des habitations. Par moments, du coin de l'œil, j'apercevais des silhouettes qui passaient rapidement près de nous. Chaque fois que je les voyais, mes jambes devenaient lourdes. Mais Yacine continuait de nous aider à avancer, nous poussant à marcher plus vite, puis à courir. Plus on avançait, plus j'avais l'impression que cette route n'en finissait pas. On arrivait près de la sortie du village. Yacine s'arrêta soudainement.
Maudit soit-il, ils nous attendent là-bas. Il regarda autour de lui avant d'ajouter. Il faut passer par un autre chemin. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas de qui il parlait. Étaient-ce des villageois ou des entités maléfiques qui nous attendaient dans l'obscurité? Yacine continuait d'avancer sur un autre chemin en nous entraînant avec lui. Finalement, on arriva à la lisière de la forêt. Un gros rocher se trouvait devant nous. On alla immédiatement se cacher derrière. Amir n'avait toujours pas retrouvé ses esprits. On l'aida à s'adosser contre le rocher, puis on s'assit à côté de lui. La peur, l'inquiétude et la panique se mélangeaient en moi. Je ne cessais de prier intérieurement. En repensant à tout ce qui venait de se passer, ma gorge se noua. Au moment où j'allais parler, Yacine posa brusquement sa main sur ma bouche. On entendit des pas qui s'approchaient. Ils n'étaient pas très loin. Je ne comprenais pas ce qu'ils se disaient, mais leur voix était effrayante. Pendant un moment, ils restèrent dans les alentours. Puis ils finirent par s'éloigner. Yacine retira sa main et murmura « Allez, il faut continuer. » On se releva et il nous entraîna à l'intérieur de la forêt. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression qu'à tout moment, ils allaient nous attraper. Après s'être enfoncé au cœur de la forêt, Yacine s'arrêta soudainement. Son visage était marqué par l'inquiétude. Il regardait constamment autour de lui. Puis il murmura « Ils nous ont retrouvés. » C'était la première fois que je voyais Yacine aussi effrayé. L'état dans lequel il se trouvait ne fit qu'augmenter ma peur. À peine avait-il terminé sa phrase, qu'on entendit des craquements de branches tout autour de nous. Puis j'aperçus des silhouettes partiellement cachées derrière les troncs des arbres. Des bruits venaient de partout. Des chuchotements résonnaient dans l'obscurité de la forêt. Soudain, une silhouette plus grande que les autres s'avança lentement vers nous. Sa démarche était étrange, comme si son bassin était déboîté. Elle avançait en zigzagant, d'une manière qui n'avait rien d'humain. Elle s'arrêta à quelques mètres de nous et commença à parler dans une langue qui m'était totalement inconnue. Je regardais Yacine, incapable de comprendre ce qu'il se passait. Puis il lui répondit « Ce sont mes amis. C'est vous qui les avez amenés ici. Laissez-les tranquilles, ils n'ont rien fait de mal. » La chose lui répondit dans cette même langue étrange. À cet instant, Yacine changea complètement d'attitude. Il s'énerva et lui dit « J'ai gardé et protégé ce qui vous appartient pendant des années. Si vous vous en prenez à mes amis, je détruirai ce qui vous appartient. Et je vous détruirai tous. Vous savez de quoi je suis capable. » Je ne comprenais pas tout ce que disait Yacine à cette chose. Et au fond de moi, je ne voulais pas vraiment le savoir. Puis Yacine reprit d'une voix plus calme. « Accordez-moi 10 minutes avec mes amis. Ensuite, je vous suivrai. » Pendant un bref instant, les silhouettes qui nous encerclaient reculèrent, puis elles disparurent peu à peu dans l'obscurité de la forêt. Un silence profond s'installa tout autour de nous. Amir venait tout juste de reprendre ses esprits. Sans réfléchir, je regardais Yacine et mon frère. « Allez, il faut qu'on parte, il faut continuer. » Yacine releva lentement la tête. Son regard était rempli de tristesse. « Je suis désolé, je vous ai caché certaines choses. C'est à cause de moi que vous êtes arrivés ici. » Il marqua une pause avant de continuer. « Si vous avancez tout droit sur ce chemin pendant une vingtaine de minutes, vous rejoindrez la route. Là-bas, arrêtez la première voiture qui passe et éloignez-vous d'ici. » Je me sentais tellement mal que je ne savais pas quoi lui répondre. Je n'arrivais qu'à lui dire « Raconte-moi tout, Yacine, et dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. » Il esquissa un léger sourire. « Tu ne peux pas m'aider. J'appartiens à cet endroit. Je vais rester ici jusqu'à la fin de mes jours avec ces choses. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il faut que je vous raconte la vérité. Ensuite, vous quitterez cet endroit. » Puis Yacine commença à nous raconter son histoire.
J'ai passé mon enfance dans ce village. À l'époque, les gens d'ici agissaient déjà d'une manière étrange pour une raison que je ne comprenais pas. Yacine regarda autour de lui avant de continuer. Quand le soleil se couchait, personne ne sortait de chez soi. Personne ne rendait de visite à ses voisins. À chaque fois que je demandais à mes parents pourquoi les gens étaient aussi froids, pourquoi ils vivaient chacun de leur côté, ils ne me donnaient jamais de réponse claire. Avec le temps, j'ai grandi et j'ai compris que je ne pouvais plus rester dans cet endroit qui m'étouffait. J'ai décidé de partir. Mes parents étaient d'accord. C'est après cela que je vous ai rencontré au travail et que je suis devenu votre ami. Le visage de Yacine devint plus sombre. Mais ces derniers temps, à chaque fois que j'appelais mes parents au téléphone, ils se comportaient étrangement. Ils insistaient pour que je retourne au village. Ils disaient qu'ils étaient gravement malades. Je leur avais dit que j'allais venir. Mais ils insistaient que je vienne seul. Yacine inspira profondément. Il me disait qu'il se passait des choses étranges et que je devais être au courant. Ils m'ont presque forcé à revenir. Yacine regarda le sol. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que le village était devenu encore plus oppressant et effrayant qu'avant. Quand je suis rentré dans la maison, mes parents étaient là et ils m'attendaient. Pendant quelques jours, j'ai pensé que je vivais simplement avec eux. Mais la vérité était différente. Des années auparavant, le village a été frappé par quelque chose que personne n'a réussi à expliquer. La plupart des habitants ont quitté cet endroit. Les autres ont essayé de continuer à vivre ici. Mais pendant mon absence, les choses ont empiré. Yacine regarda la forêt autour de nous. Rien n'est sûr. Mais je pense être le seul villageois qui reste ici avec ces choses. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mes parents, ni aux autres habitants. Quand il termina de parler, je restai silencieux quelques instants. Puis, sans vraiment réfléchir, je lui dis « Et si tu venais avec nous? On veut t'aider. Tu pourrais fuir cet endroit maudit. » Yacine secoua lentement la tête. « Vous voulez me sauver, mais c'est impossible. Ces djinns ne me laisseront jamais en paix. Même si je quittais ce village, ils continueraient à me poursuivre. » Yacine nous regarda avec tristesse. « Pour qu'ils ne vous tourmentent pas, vous devez vous éloigner de moi. » Puis, Yacine fit quelques pas vers un arbre. Il s'assit contre son tronc et ferma les yeux. Ce qui venait de se passer, et tout ce que Yacine m'avait raconté, étaient des choses que je n'étais pas capable de comprendre sur le moment. Amir se leva, me prit le bras et me dit « Il faut qu'on y aille. » On se mit à marcher droit devant nous, sous la lumière de la lune. Le vent continuait de souffler sur nos visages. Alors qu'on avançait rapidement, une voix au fond de moi me poussait à m'arrêter, à faire demi-tour et à retourner chercher notre ami, notre frère de cœur. Mais je n'avais pas pu le faire. Au fond de moi, je savais que c'était impossible. Comment aider quelqu'un qui refuse d'être aidé? Comment sauver quelqu'un qui pense qu'il est déjà trop tard? Le cœur brisé, on continuait d'avancer. De temps en temps, je me retournais pour regarder derrière moi. Mon corps avançait, mais une partie de mon esprit était restée là-bas. Quelques instants plus tard, on entendit le bruit des pneus d'une voiture sur la route. Quand on arriva enfin près de la route, le vent s'était arrêté. On monta dans la première voiture qui s'arrêta. On s'éloigna du village. Pendant tout le trajet, ni Amir ni moi ne parla. Au fur et à mesure qu'on avançait, le ciel commença à s'éclaircir. La nuit que l'on venait de vivre avait été l'une des expériences les plus effrayantes de notre vie. Mais ce qui nous avait fait le plus mal, ce n'était pas seulement ce que l'on avait vu. C'était d'avoir laissé notre meilleur ami derrière nous, ou plutôt d'avoir vu la vie de notre frère de cœur se détruire sans pouvoir rien faire pour lui. La première chose que l'on décida de faire fut d'aller demander l'aide de l'imam de la mosquée de notre quartier. L'imam Talal était un homme que l'on appréciait beaucoup.
C'était aussi un ami de longue date de notre père. Quand on lui raconta tout ce qu'on avait vécu, il resta silencieux quelques instants avant de nous répondre. Ce que vous avez vécu semble avoir été une épreuve très difficile. Si votre ami est encore confronté à ces choses, et qu'il pense ne pas pouvoir quitter cet endroit, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas porter son épreuve à sa place. Mais vous pouvez demander à Allah de le protéger et de lui accorder une issue. L'imam fit des invocations pour nous et nous conseilla de rester attachés aux prières et aux invocations de protection. Après cette discussion, on se sentit plus apaisé. Beaucoup de temps passa après ces événements. On ne parla presque jamais de ce que l'on avait vécu, à part avec l'imam Talal. On ne reçut plus jamais de nouvelles de Yassine. Malgré tout, je me sens encore chanceux d'avoir connu quelqu'un comme lui. Car au-delà de ce que l'on a découvert cette nuit-là, Yassine était avant tout un homme au grand cœur. Quelqu'un qui a essayé de nous protéger jusqu'au bout, même lorsqu'il savait qu'il ne pouvait peut-être pas se sauver lui-même. Voilà les amis, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Au final, ce que je retiens de cette histoire, c'est que les plus grandes épreuves révèlent souvent la véritable valeur d'une personne. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Vous pouvez aussi utiliser la fonction booster pour aider la chaîne à grandir et à permettre à ces récits de toucher encore plus de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains épisodes. Prenez soin de vous les amis, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.